une journée Galactinov qui, en fait, les webinaires ont lieu à peu près 2 fois par an. Aujourd'hui, donc c'est le 7e webinaire. On avait déjà commencé en 2021 à peu près à raison de deux par an. Et pour aujourd'hui, on a une présentation française en deuxième temps qui sera faite à la fois par un chercheur français et une chargée de projet de l'ANSES. C'est donc Raymond Novak avec Marianne Berthelot qui va traiter de l'allaitement maternel chez la chèvre laitière. Bien-être animal et contraintes sanitaires sont-ils compatibles? Bonjour Raymond. Bon, c'est ainsi. Ce que nous vous proposons de découvrir, Marianne et moi, c'est ce questionnement que l'on a, hein, voilà, l'allaitement maternel chez la chèvre laitière. Cette question, à savoir si bien-être animal et contraintes sanitaires sont compatibles. Et Marianne, donc je vais te demander, je sais pas, je vais avoir la main pour passer? Non, non, Marianne, tu vas passer les Oui, illustrations? je voulais juste savoir si vous voyez bien en plein écran ou si c'était Ouais. le mode présentateur. Non, c'est bon, Est-ce que j'ai le OK, mode présentateur, moi? Pas bien. parfait, je passe. Ok. Alors, ce projet, nous n'allons pas vous présenter nécessairement de résultats scientifiques. Ce projet est en cours, mais je vais vous montrer la philosophie et puis l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Alors, tout ça est parti en 2020 d'un réseau national financé par l'INRA et dont l'acronyme est ADAMEP, qui signifiait améliorer le développement de l'animal en maîtrisant l'environnement précoce. Parce que au sein de l'INRAE, il y avait un ensemble de scientifiques qui s'intéressaient à la période juvénile. Et même si cette période, je veux dire, est courte on va dire dans l'espérance de vie de l'animal de rente, c'est quand même une période de la vie qui est le siège de grands bouleversements en termes de changement de l'environnement, parce que l'alimentation change bien sûr, le nouveau-né et le jeune sont exposés à des pathogènes, il faut faire face aux aléas environnementaux avec les changements de température, il y a la mise en place du microbiote, voilà. Et puis d'un point de vue comportemental, il y a l'établissement des relations à construire avec ses congénères, les apprentissages qui se font sous influence sociale, et tout ça est sous la dépendance donc de maturation cérébrale, physiologique, immunologique. Et ce réseau donc concernait plusieurs espèces de mammifères. Vous les voyez sur les illustrations en bas, ovins, caprins, bovins, porcins et lapins. Et la réflexion que nous avions était de travailler sur des changements de pratiques autour de la séparation précoce mère-jeune. Cette séparation pouvait avoir lieu soit à la naissance ou soit au sevrage pour les espèces qui ont un sevrage très très précoce. Et du coup, la question, c'était la remise en cause de certaines pratiques d'élevage par les chercheurs eux-mêmes, par les associations welfaristes avec qui on peut travailler, par les éleveurs qui sont de plus en plus sensibilisés à ces questions qui portent atteinte au bien-être et à la santé des animaux. Merci Marianne. Et à partir de ce réseau, il y a un sous-groupe qui s'est orienté vers les ruminants en travaillant davantage sur le système d'allaitement artificiel. Alors bovin, ovin et caprin, avec les critiques qui étaient basées sur la littérature et des choses que nous-mêmes avons trouvées, c'est que ce système d'élevage, absence de la mère et puis nourrissage avec un lait reconstitué, entraîner des troubles du comportement qui, on a montré, étaient associés à des retards du développement cérébral. Il y avait des troubles de la santé avec une réponse immunitaire amoindrie. Et les chiffres que nous avons dans les fermes expérimentales INRAE montrent très clairement une surmortalité, en tout cas chez les agneaux qui sont élevés en allaitement artificiel par rapport à ceux qui sont laissés à leur mère. Et donc, en effet, il y a une atteinte au bien-être animal, un système qui est remis en cause, comme je vous l'ai dit, par des associations telles que Welfare, avec qui on peut aussi travailler et discuter, mais aussi, peut-être connaissez-vous L214, qui est un groupe beaucoup plus, je veux dire, extrémiste et qui dénonce des situations qui peuvent être complètement irrecevables du point de vue élevage et qui publie sur l'Internet des images qui sont basées sur le sensationnalisme. Merci Marianne. Et alors, donc, à partir de ce constat, quelles sont les alternatives possibles? Alors, il y a des programmes, aussi bien à l'échelle européenne que française, sur les bovins.
Et puis quelques essais qui ont été faits chez les ovins. Alors chez les bovins, vous avez les vaches nourrices, hein, ce sont des vaches qui peuvent adopter et nourrir jusqu'à 4 veaux, car alors le lait qu'elles produisent est impropre à la consommation humaine, mais peut être ingéré par les veaux sans souci. Du côté ovin, nous avons testé un système qui mixte des brebis adultes, non allaitantes, avec des agneaux. Tout ça pour savoir s'il y a des pistes en faveur du bien-être des jeunes. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une amélioration de l'état de santé des petits, de la construction de liens et des choses intéressantes qui se construisent. Alors nous sommes orientés vers les caprins parce qu'il y avait beaucoup moins de choses qui étaient étudiées par rapport aux deux autres espèces. Et grâce à ce réseau donc ADAMEP, nous avons pu construire un projet qu'on a nommé Cabriolet et dont l'objectif était double. L'année dernière, nous avons élevé, à l'image de ce que nous avons fait chez les agneaux, des chevrettes avec des adultes que nous avions appelés des marraines. Donc, vous voyez sur la photo de droite, 2 adultes non allaitantes en compagnie de ces chevrettes. Et cette année, en 2024, nous avons comparé donc le système d'allaitement artificiel standard en France par rapport aux chevrettes qui pourraient être allaitées par leur mère. Voilà. Et alors ce projet, il a pu être initié grâce à Marianne. Elle vous présentera son enquête et ça a été un déclencheur immédiat pour voilà, convaincre INRAE de nous donner un soutien financier et aller vers cette piste-là. Parce que au niveau des éleveurs français et en particulier dans la région centre Val-de-Loire où se trouve mon centre de recherche INRAE, il y a des freins importants et ces freins sont d'ordre sanitaire. D'une part, il y a 2 pathologies qui sont transmissibles de la mère vers le jeune. C'est l'arthrite encéphalite virale caprine, ou KF, et la paratuberculose. Et par ailleurs, il y a un pathogène, donc Escherichia coli, dont certaines variantes peuvent produire des chigatoxines. Elles sont d'origine fécale, elles peuvent se trouver accidentellement dans le lait et les produits laitiers non pasteurisés et donc sont potentiellement dangereuses pour l'homme. Et nous entendons dans les médias français des cas de figures épisodiques comme ça, d'intoxication alimentaire. Donc, la région centre, elle a 5 fromages d'appellation d'origine protégée que vous voyez sur la photo de droite, et ils sont évidemment hauts les crus, d'où ce problème de barrières sanitaires et d'impossibilité de changer des pratiques. Néanmoins, des choses changent. Et là, je vais donner la parole à Marianne, car c'est grâce à elle, lorsqu'on s'est rencontrés, qu'elle m'a montré les résultats de son enquête, qu'on s'est dit, bon, des changements sont possibles, mais peut-être faudrait-il creuser la question un peu plus loin. À toi, Marianne. Merci Raymond pour cette introduction. Donc moi je suis Marianne Berthelot, je travaille à l'ANSES en tant que chargée de projet sur le bien-être des ruminants. Et là je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a menée en 2021 et qui visait à décrire du coup les différentes pratiques d'élevage des chevrettes avec leur mère en élevage caprin. Donc, juste pour remettre quelques points de contexte, mais Raymond a déjà dit beaucoup de choses. En élevage caprin, généralement, ce qui se fait en France, c'est la séparation du jeune de la mère, donc pour différentes raisons, donc pour des raisons sanitaires, donc le KEV, la paratuberculose et d'autres pathologies également, donc pour limiter les transmissions, et également pour des raisons économiques, donc pour récupérer le lait produit. Donc, ce qu'on voit dans d'autres filières, ce qu'on voyait déjà depuis quelques années, c'est qu'il y a une évolution quand même de la pratique de l'élevage du jeune, notamment en filière bio, et en lien avec la demande sociétale, avec voilà, le développement du système vache nourrice ou également du veau sous la mer. Et moi, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser quand j'ai observé plusieurs élevages de notre région, donc région Poitou-Charentes, où c'est une pratique qui n'est pas développée, qui ont mis, donc les élevages bio, qui ont mis en place l'élevage des chevrettes sous les mers depuis 2018. Et donc, à partir de là, on a commencé à travailler avec le CIVAM et puis l'Observatoire des maladies caprines, avec eux pour déjà décrire ces pratiques. C'était du coup 6 éleveurs concernés. Et en parallèle, donc toujours aussi pour faire un peu le lien avec la réglementation, enfin avec l'élevage en agriculture biologique. Donc là, il y a eu une nouvelle réglementation en Europe sur voilà, sur la définition donc, du lait maternel. En gros, le lait maternel est préféré, mais pas obligatoire pour l'alimentation des chevrettes. On peut utiliser d'autres types de lait ou de la poudre de lait biologique, mais la condition est que c'est pas possible s'il y a des matières grasses d'origine végétale dedans. Actuellement, il est quand même toujours possible de le faire, sous dérogation notamment à cause du KF, puisque la poudre de lait biologique donc, n'est pas disponible en quantité suffisante et aussi beaucoup plus chère que la poudre de lait conventionnelle.
Mais voilà, il y a des incertitudes pour l'avenir. Est-ce que cette dérogation sera toujours possible? Et cela pose en élevage bio aussi des problèmes économiques. Donc du coup, l'objectif de cette enquête, c'était d'abord, en fait, via les échanges qu'on a vus avec les éleveurs du CIVAM, on s'était déjà aperçu que même entre eux, alors qu'à la base, ils ont rencontré cette pratique au même endroit, ils avaient déjà, eux, une diversité de pratiques. Donc on voulait voir, en interrogeant plus d'éleveurs, si on pouvait identifier d'autres types de pratiques et voir la diversité. Et essayer de comprendre, du coup, quelles étaient les motivations et quels bénéfices et inconvénients les éleveurs observaient en lien avec l'élevage des chevrettes sous les mers. Donc pour cela, on a recruté, donc on n'avait aucune base de données qui pouvait nous dire combien d'éleveurs élevaient les chevrettes sous les mers ou où ils le faisaient. Donc là, on s'est basé sur nos réseaux nationaux, voilà, développement des fonds sanitaires, des chambres d'agriculture, et cetera, pour recruter des éleveurs. Les éleveurs eux-mêmes pouvaient nous donner des contacts. Et également sur internet, certains éleveurs indiquent réaliser cette pratique. Et donc 2 enquêteurs ont réalisé des enquêtes téléphoniques à partir de décembre 2020 et jusqu'à début avril, enfin, avril 2021. Et au total, on a enquêté donc 40 éleveurs qui élèvent les chevrets de renouvellement sous les mers depuis au moins 1 an. Ça, c'était le critère de recrutement. Donc, globalement, pour la description des élevages en TT, ce qu'on s'est aperçu, donc on n'est pas forcément un groupe représentatif de la population d'éleveurs qui élèvent sous les mers, puisqu'on ne sait pas combien, au final, élèvent sous les mers, ni où exactement. Mais quand on compare juste notre population aux chiffres nationaux, il y a la population générale d'éleveurs caprins. Les éleveurs enquêtés dans notre enquête étaient un peu plus jeunes. Ils avaient généralement des plus petits troupeaux. On voit par exemple que beaucoup plus d'éleveurs avaient des troupeaux entre 50 et 99 chefs, par exemple, par rapport à la moyenne nationale. C'était majoritairement des fromagers, donc qui transformaient intégralement le lait à la ferme. Et il y avait aussi une surreprésentation des bio, du coup en lien avec voilà, les éléments de contexte que j'ai pu présenter probablement. Et aussi une autre, particularité, c'est dans tous ces élevages, les chèvres ont accès à l'extérieur, ce qui n'est pas la majorité donc des élevages en France. Et également, beaucoup d'éleveurs, avaient des races à petits effectifs. Donc en France, c'est plutôt les Saanen et les Alpines qui sont présentes et là, plus de la moitié des troupeaux, voilà, avaient une diversité de races, que ce soit des Poitevines, des chefs des Pyrénées, et cetera. Donc on avait des profils qui semblaient un peu différents, sans qu'on puisse dire que ça soit représentatif, mais en tout cas, les enquêtés étaient un peu différents de la moyenne des éleveurs. Parmi nos 40 éleveurs, un peu plus de la moitié avaient changé de pratique, c'est-à-dire qu'ils avaient expérimenté l'allaitement artificiel et étaient passés à l'allaitement maternel. Donc, on pouvait avoir voilà, une sorte de petite comparaison à leur échelle des 2 pratiques. Et un petit peu moins de la moitié avaient mis en place la pratique assez récemment, donc soit 3 ans ou moins avant l'enquête. Et lorsqu'on a interrogé les éleveurs sur s'ils avaient des craintes au moment de mettre en place cette pratique, puisqu'il n'y a pas de référence, voilà, chacun fait un peu en fonction de ce qu'il voit ailleurs ou de ce qu'il a pu entendre ou ce qu'il a pu tester. Donc la majorité n'avait pas de crainte, à peu près 3/4. Cependant, il y a quand même des craintes qui sont évoquées, donc notamment la perte de lait, la perte économique, des impacts sanitaires négatifs. Donc là, on retrouve les 2 problématiques principales et aussi le fait que les chevrettes puissent être plus sauvages. Donc, pour vous décrire, globalement les pratiques qu'on a identifiées, à partir donc de ces 40 éleveurs, donc il y a 2 niveaux. Donc à la fois sur la conduite globale des chevrettes, on a identifié 3 types, d'élevage selon le temps passé par les chevrettes avec les mères. Donc ceux qui séparent et sèvrent du coup les chevrettes entre 45 et 90 jours des mères, donc à l'exception d'un éleveur qui sevrait un peu, enfin qui arrêtait l'alimentation lactée un peu plus tard, mais qui séparait les chevrettes, avant l'arrêt de l'alimentation lactée. Ensuite, on a des éleveurs qui vont laisser les chevrettes plus longtemps avec les mères, entre 120 et 240 jours. Et donc dans ce cas-là, le sevrage a pu, être décidé par la mère avant. Il y a pas vraiment il y a moins de contrôle, là-dessus. Et dans certains élevages, les chevrettes ne sont jamais complètement séparées des mères. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période où vraiment la chevrette n'est plus du tout avec la mère. Et dans ce groupe-là, certains éleveurs, pour arrêter l'alimentation lactée, utilisaient donc ce qu'ils appelaient un mort à cabri, donc, voilà, dont les effets sur les animaux n'ont pas été testés, qui permettait la prise d'aliments solides, mais qui ne permettait pas de téter la mère. Ensuite, au niveau du temps passé par jour, donc là, on a retrouvé des choses qu'on observe chez les bovins aussi, qui sont bien décrites. Donc il y avait des éleveurs qui pouvaient donner un accès restreint aux chèvres, donc par exemple moins de 2 heures par jour,
D'autres, c'est que la journée ou que la nuit, selon la conduite qu'ils ont, selon si elles sortent au pâturage avec les mères ou non, et d'autres, c'est 24 heures sur 24. Sachant qu'au sein, par exemple, de ce que j'ai appelé accès restreint, il y a une phase où les chevrettes sont 24 heures avec les mères pendant une semaine, mais la majorité de la conduite, ça sera quand même l'accès restreint. Et pour ceux qui ne séparent jamais les chevrettes des mères, alors là, il peut y avoir une alternance des pratiques avec une majorité, d'abord la journée, puis la nuit. Enfin, voilà, on a observé vraiment une grande diversité de pratiques sur le terrain. Après, sur quelques petites particularités de conduite, certains éleveurs, donc ça, c'était pas une question spécifiquement posée, mais nous ont indiqué qu'ils laissaient la chevrette avec sa mère pendant 2 à 5 jours en case individuelle pour que le lien se crée. Donc là, c'était 3 éleveurs qui nous ont remonté cette information. Et aussi, spontanément, ils indiquaient qu'ils aménageaient un parc à chevrettes qui pouvait être attenant à l'enclos des chèvres et où elles pouvaient avoir libre accès ou non selon les moments de la journée, si elles étaient avec les mères ou non. Globalement, donc sur les bénéfices cités par les éleveurs, donc il y avait à la fois des bénéfices pour leur, bien-être personnel, donc la pratique correspondait à leurs valeurs, qu'ils y trouvaient plus de plaisir et qu'ils gagnaient en temps de travail, en confort de travail. Et également un point qui est beaucoup ressorti, à la fois dans les motivations et dans les bénéfices, c'était vraiment, la création du lien mère-jeune et une meilleure intégration et un meilleur, apprentissage au sein du troupeau, notamment voilà, un éleveur indiquait que pour ces animaux qui allaient en estive, du coup, ça permettait vraiment aux chevrettes d'apprendre comment, comment vivre en fait dans ces conditions-là et comment chercher l'alimentation, etc. Ils trouvaient également qu'elles avaient une meilleure croissance, une belle croissance, que leur bien-être était, selon eux, amélioré et qu'elles avaient une bonne santé. Et après, en termes d'inconvénients généraux cités par les éleveurs, donc celui qui est le plus ressorti, c'est le fait qu'elles étaient plus farouches et qu'elles cherchaient peu le contact avec l'homme. Donc il y avait besoin du coup de passer plus de temps avec. Ça, effectivement, comme à travers les discussions avec les éleveurs, certains indiquaient qu'ils pouvaient prendre par exemple la première semaine du temps vraiment pour passer du temps avec elles pour qu'elles ne soient pas farouches pour la suite. Et certains indiquaient ne pas avoir ce temps-là, ne pas le consacrer et qui récupéraient par la suite, quand elles étaient plus vieilles, au moment de la traite, par exemple. Donc et il y a également quand même des éleveurs qui ont indiqué avoir des temps de travail supplémentaires sur certaines actions, par exemple la séparation, des lots au moment de la traite. Donc on retrouve aussi les impacts économiques négatifs, donc soit, soit via probablement la baisse, de les récoltés. Parfois des chevrettes du coup, selon comment c'est surtout les premières années, trouver les limiter le fait que les chevrettes puissent sortir des lots, s'ils n'étaient pas adaptés à la base pour l'allaitement maternel et après des questionnements sur les impacts sanitaires. Donc ce qu'on peut retirer de cette étude globalement, c'est que les pratiques d'élevage qu'on a observées étaient extrêmement diverses et du coup c'est pour la suite, il y aura des comparaisons à faire, mais ça sera voilà, ça sera pas simple, parce que chaque système est aussi en lui-même très différent. Globalement, les éleveurs étaient satisfaits de la pratique puisque la plupart pensaient continuer. Un seul éleveur avait indiqué, arrêter, pour la suite. Donc là, c'est une étude qui est basée uniquement sur les perceptions des éleveurs. Voilà, c'est que du ressenti. On n'a pas été sur le terrain mesurer, chiffrer, tout ce qu'ils nous ont dit et donc d'où la nécessité de poursuivre ces travaux pour mieux évaluer les bénéfices et inconvénients, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et il reste un point de vigilance, à avoir sur les pathologies qui se transmettent de la mère aux jeunes, donc notamment le KF. Voilà, donc je remercie du coup, toutes les personnes qui ont pu participer à cette enquête, notamment les éleveurs et les éleveuses. Merci et du coup, Raymond, je sais pas si tu reprends la main pour cette, Ou toi, tu peux la garder OK. si tu veux, hein. Mais du coup, c'est vrai qu'à partir de là, donc il y a eu l'idée du projet, Cabriolet, donc à la fois sur, la comparaison avec des marraines, puisque c'est ce qui avait déjà été testé en ovin par l'équipe de Raymond et du coup, l'allaitement maternel, donc là, on a pu tester, qu'une seule modalité d'allaitement maternel. Parce que comme vous avez pu le voir, il y en a plein. Donc là, on a testé vraiment le plus «simple» entre guillemets. Dans un premier temps, les chevrettes sont tout le temps avec les mères, sauf au moment de la traite, versus un allaitement artificiel, conventionnel. Et l'idée, c'était d'essayer de travailler avec différentes équipes pour avoir une approche multidisciplinaire, donc intégrer à la fois les effets sur le comportement, mais aussi les effets sur la santé, que ce soit à travers l'étude du microbiote, le suivi également du statut, sérologique et de s'intéresser aux mères aussi, donc en regardant la santé de la mamelle, la production laitière, et cetera. Voilà. Merci Marianne et Raymond pour cette présentation. Est-ce que des personnes veulent poser quelques questions au sujet de la présentation qui a été très clairement décrite? Oui, Simon, vas-y.
Très rapidement, merci pour l'excellente présentation. Dans votre projet Cabriolet, allez-vous faire le suivi aussi au niveau parasitisme? C'était un des éléments que vous aviez évoqué comme un impact potentiel. Alors non, on l'a pas fait parce que là, c'est du coup dans des conditions d'animaux qui restent en bâtiment, donc il n'y a pas le souci Ah, parasitisme extérieur. On avait pensé le faire sur la coccidiose, mais en fait, comme dans cet élevage, ils font un traitement préventif, on s'est dit que c'était pas... Voilà, on l'a pas fait. Mais ça serait très intéressant, notamment pour les chevrettes qui ont accès à au l'extérieur. pâturage dès le début. Par ça, il y a plusieurs éleveurs quand même qui les mettent dehors parfois dès la naissance, 2 semaines, un mois. Donc ça, il y aurait des questionnements là-dessus. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette présentation? J'aurais une question concernant la question de la perte de production de lait, donc qui a été mentionnée par les éleveurs. Est-ce que vous allez pouvoir regarder ça, vous, de votre côté, au niveau cabriolet, savoir quelle quantité aussi de lait sont ingérées par les petits en comparant allaitement comparé à du lait artificiel? Voilà. Alors, on n'a pas mesuré, on n'avait pas la possibilité, la quantité de lait ingéré. Par contre, on a la production laitière des mères avant et après sevrage. Donc, on regardera l'effet de la présence des chouettes sur la totalité de la lactation ou sur la période avant sevrage, mais on saura pas quantifier exactement combien les chevrettes ont bu. Et vous avez une pratique particulière par rapport à l'accès à la mer? Il était mentionné que certains éleveurs restreignaient l'accès à la mer. Est-ce que dans votre cas, vous allez aussi faire choisir un des protocoles particuliers? Alors, pour l'instant, comme c'était le premier essai qu'on faisait, on a décidé de faire 24 heures sur 24, avec, enfin, accès illimité pendant 2 mois. Là, du coup, l'essai a déjà eu lieu, en fait, mais les résultats sont en train d'être traités. Sans restriction, sauf au moment de la traite où elles sont séparées environ une demi-heure. Et par contre, pour la suite, ça serait vraiment intéressant de pouvoir comparer. Mais voilà, on n'avait pas la possibilité de faire plus. Mais ça serait vraiment très chouette. Simon, tu avais une autre question ou est-ce que ta main est restée à où? Là, je l'ai relevé. Je me demandais au niveau santé de la glande mammaire, c'était une des autres craintes, disons, de certains producteurs. Est-ce que vous allez pouvoir faire un suivi du côté des pathogènes de la glande mammaire? Alors, on a fait des analyses bactériologiques. OK. Donc là, je me suis associée à une collègue qui est plus spécialisée que moi sur ce sujet. Donc, on a fait des suivis à points réguliers, donc à la MISVA, une dizaine de jours après, à 30 jours, au sevrage et une post-sevrage. Donc là, on a récupéré les données, donc ça reste à analyser. Ah, OK, merci. Est-ce que d'autres personnes de l'Assemblée voudraient poser une question? Et sinon, j'en ai encore une pour Raymond, plus particulièrement concernant la question des marraines. Comment traiter de cette question sur un protocole expérimental? Qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous avez un projet particulier avec un design expérimental qui permet de voir la présence de marraines ou l'absence de marraines, en quoi ça joue sur à la fois la production du lait des chevrettes ou leur comportement maternel? Alors, bon, donc l'expérience avec les marraines a eu lieu de janvier à juin 2023. Les chevrettes qui sont nées sont actuellement en production laitière puisqu'elles ont été mises à la reproduction à partir du mois d'août l'année dernière. Et oui, il est planifié de récolter de toute façon la production laitière, elle est mesurée hein, puisque c'est une ferme expérimentale INRAE. On va récolter l'ensemble des données et on va voir dans quelle mesure cette expérience précoce hein, d'avoir été ces chevrettes qui ont été élevées avec des adultes ou pas va avoir un impact sur le long terme. Concernant le comportement maternel, malheureusement, ça veut dire que ces chevrettes-là, lorsqu'elles sont devenues gestantes et ont donné naissance à leurs petites, eh bien, voilà, la pratique de la barrière sanitaire a été remise en place immédiatement à l'INRA, hein, et donc elles n'ont pas eu l'opportunité d'exprimer leur comportement maternel. Donc c'est un point que nous ne connaîtrons pas. Mais pour la production laitière, oui, bien sûr, on va avoir des données.
On verra si cette expérience précoce a des effets sur le long terme ou pas. Merci pour ces réponses et ces présentations. Je pense qu'on va bientôt se quitter. Je tenais à dire que les prochaines occasions de se retrouver, ce sera autour de l'animation scientifique Glande Merlet et Galactinum, avec des journées qui sont prévues à Tours en octobre prochain, le 10 et 11 octobre prochain. Donc, ce sera aux Québécois de venir en France cette année. L'année dernière, c'était les Français qui étaient venus au Québec. Et donc, ce sera avec plaisir que vous serez accueillis à Tours par l'équipe de Pierre Germont qui doit s'occuper de l'organisation avec Eric Chena. Et si vous n'avez pas d'autres commentaires, eh bien, je vais vous laisser retourner à vos occupations. En tout cas, merci pour avoir été aussi nombreux à vous connecter et avoir aussi posé des questions et présenté. Merci à tous.